Je m'appelle Élodie Dubois, j'ai 25 ans et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que le moyen le plus sûr de survivre était de rester silencieuse. Dans ma famille, mes parents, Richard et Marianne, ne manquaient jamais une occasion de couvrir ma sœur Sophie de louanges, tandis que je devenais l'arrière-plan auquel personne ne prêtait attention. Mais il y avait un endroit où je comptais, la demeure de mes grands-parents sur l'allée du lac Tranquille, d'une valeur de 20 millions d'euros, mais inestimable pour l'amour qu'elle renfermait. Cette maison est devenue le seul lieu où je me sentais vue, le seul endroit où je croyais avoir ma place. Des années plus tard, la veille de Noël, je suis retournée dans cette demeure, espérant y trouver de la chaleur et peut-être même une chance de reconstruire ce qui avait été brisé. Au lieu de cela, je suis entrée dans une scène que je n'oublierai jamais. La fête était déjà terminée, les tables étaient tachées, les cadeaux déballés, et les rires de ma propre famille sont devenus tranchants lorsqu'ils m'ont regardée. À ce moment-là, j'ai compris que le silence ne me sauverait plus. Ce qui s'est passé ensuite a déclenché une tempête à laquelle aucun de nous ne pouvait échapper. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Restez, car cette histoire vous laissera sans voix. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. J'avais l'habitude de penser que le silence était ma seule façon de survivre. En grandissant à Saint-Germain-en-Laye, entourée de richesses et d'apparence, j'ai appris très tôt que ma voix portait peu de poids au sein de ma propre famille. Mes parents, Richard et Marianne Dubois, remplissaient notre maison d'éloges constant pour ma sœur Sophie. À 30 ans, elle était déjà leur joyau de la couronne, même lorsque nous n'étions que des enfants. Je peux encore imaginer ces trophées alignés sur le manteau de la cheminée, brillant sous le lustre comme des reliques dans un musée. Médailles de football, rubans de débat, certificats d'honneur, chacun était poli et épousseté tandis que mes dessins restaient empilés dans ma chambre, leurs bords se cornant. À table, mon père se penchait en avant, sa voix lourde couvrant le cliquetis des fourchettes. « Raconte-nous l'entraînement aujourd'hui, Sophie. Le coach a-t-il dit quelque chose à propos de tes offres de bourse ?» Les yeux de ma mère s'illuminaient, ses mains jointes comme si elle entendait l'Évangile. Ils ne m'ont jamais demandé comment s'était passé mon cours de dessin ou si j'aimais le nouveau livre que je lisais. J'ouvrais la bouche pour partager quelque chose de petit, peut-être qu'un professeur avait loué une de mes esquisses, mais le temps que les mots atteignent mes lèvres, Sophie parlait déjà à nouveau, son rire se répandant dans la pièce, remplissant chaque recoin jusqu'à ce que je me sente comme si j'avais disparu. La maison elle-même était grande, avec de hauts plafonds et un large escalier, mais il n'y avait pas de place pour moi. Chaque mur semblait résonner du nom de Sophie. Marianne cuisinait du steak parce que Sophie l'adorait, pas le poulet grillé que je suppliais d'avoir. Les vacances étaient réservées autour de ces tournois de football, laissant mes souhaits silencieux pour un voyage au musée d'art de Lyon lettres mortes. Quand j'ai eu 12 ans, en 2010, j'avais déjà cessé de m'attendre à ce que quelqu'un me remarque. Je me murmurais dans le noir, peut-être que je n'ai pas d'importance, peut-être que c'est juste comme ça. Mais il y avait un autre endroit, un monde qui sentait le pin et le vieux bois, où la lumière du soleil dansait à travers les rideaux et où chaque son semblait vivant. La demeure de mes grands-parents sur l'allée du lac Tranquille était différente de notre maison. Georges et Éléonore Martin, les parents de ma mère, l'avaient construite dans les années 70, et, bien qu'elle valût 20 millions d'euros au moment où j'étais assez grande pour remarquer les chiffres, pour moi, il ne s'agissait jamais d'argent. Il s'agissait d'appartenance. L'allée serpentait le long de grands chênes, s'ouvrant sur une maison avec de larges marches en pierre et un porche qui s'étendait sur toute la façade comme des bras ouverts. À l'intérieur, le bois était chaleureux, l'air rempli des bougies à la lavande d'Éléonore et du parfum léger du tabac à pipe de Georges. Je prenais mon vélo pour descendre le boulevard, mes jambes brûlant, le vent du lac s'engouffrant dans mes cheveux jusqu'à ce que le portail apparaisse. Chaque fois que je poussais ces lourdes portes, Georges mettait de côté son magazine de pêche et se levait avec un sourire qui plissait les coins de ses yeux. « Bienvenue à la maison, championne. » Ses bras étaient forts, sentant légèrement le cèdre. Éléonore suivait, me tendant une tasse chaude de tisane à la camomille, la cuisine embaumant l'odeur des sablés tout juste sortis du four. Il me voyait, moi. Pas la petite sœur de Sophie, pas la silencieuse, juste moi. Georges accrochait mes esquisses maladroites sur le mur du bureau et les appelait des chefs-d'œuvre. Éléonore écoutait chaque mot, hochant la tête et riant au bon moment, son attention ne dérivant jamais. Quand je leur parlais de mes difficultés en mathématiques ou de la douleur d'être ignorée à l'école, ils ne balayaient jamais cela d'un revers de la main. « Tu as une étincelle, Élodie », disait Georges, ses yeux pétillants comme s'il pouvait voir plus loin que n'importe qui d'autre. La demeure n'était pas seulement des murs et des meubles, elle respirait. La balançoire du porche grinçait en racontant des histoires, le lac clapotait doucement comme pour me rassurer, et le jardin fleurissait de fleurs sauvages chaque été, répandant la couleur dans la cour comme de la peinture renversée. Je pouvais y étendre les bras et sentir que le monde avait de la place pour moi. Les jours où la maison semblait insupportable, je pédalais plus vite juste pour atteindre ce havre de paix, sachant qu'au moment où j'entrerais, je compterais. Je me souviens d'une soirée en 2012, après un autre dîner où Sophie avait dominé chaque conversation. Je me suis éclipsée sans que personne ne le remarque.
Ma poitrine me faisait mal et les larmes brouillaient la route devant moi alors que je pédalais. Quand j'ai atteint la demeure, le crépuscule était tombé et les fenêtres brillaient d'une lueur dorée. Georges attendait sur le porche, comme s'il avait su que je venais. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là ou pourquoi mes yeux étaient rouges. Il m'a simplement enveloppé dans sa veste et a dit « Tu es en sécurité maintenant ». C'était tout ce dont j'avais besoin. Au fil des ans, la popularité de Sophie n'a fait que croître. Au moment où elle est entrée à l'université avec une bourse complète, mes parents ont célébré comme si elle avait gagné la présidence. J'avais 16 ans, je dessinais toujours tranquillement, espérant toujours que quelqu'un me poserait des questions sur moi. Ils ne l'ont jamais fait. Mais à la demeure, Éléonore a encadré un de mes dessins du lac et l'a accroché dans le couloir. Elle l'a traité comme s'il avait sa place aux côtés des portraits de famille, comme si mon art faisait partie de l'héritage. Je suis restée longtemps devant, submergée par le simple fait qu'elle voyait de la valeur dans mes mains. Ces années sont devenues mon encre. Même lorsque la douleur d'être invisible à la maison me pesait si fort que je pensais suffoquer, la demeure me rappelait que j'étais plus qu'oubliée. Georges et Éléonore m'ont donné de la dignité dans les moments où je n'en avais aucune. Je me suis accrochée à leur voix, à leur chaleur, à leur croyance inébranlable en moi. Je ne savais pas alors à quel point j'aurais besoin de cette force. Je ne savais pas que les murs de cette même demeure, l'endroit où je m'étais sentie le plus vivante, deviendrait le centre d'une tempête que je n'aurais jamais pu imaginer. À 16 ans, je ne connaissais que le rythme silencieux d'être ignorée à la maison et chérie en secret ailleurs. Ce contraste brûlait au plus profond de moi, et même maintenant, quand je ferme les yeux, je peux encore sentir la balançoire du porche se balancer doucement, l'odeur des sablés dans la cuisine, et la voix retentissante de Georges me disant que j'avais ma place. C'était le fondement de tout ce qui a suivi, même si je ne pouvais pas encore le voir. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai fait mes valises pour l'École des Arts Décoratifs à Paris, j'ai ressenti une sorte d'excitation nerveuse que je n'avais jamais connue auparavant. C'était ma chance de sortir de l'ombre qui m'avait suivi toute mon enfance. Pour la première fois, j'imaginais un avenir où les gens pourraient me connaître en tant qu'Élodie, pas en tant que petite sœur de Sophie. Je rêvais d'étudier le design graphique, de construire un portfolio qui pourrait un jour m'ouvrir les portes d'une agence de création à Paris, ou peut-être même à New York. La veille de mon départ, je me suis assise à la table de la cuisine, dessinant dans mon carnet pendant que mes parents s'agitaient dans le salon. Richard aidait Sophie à remplir des dossiers de candidature pour des masters, sa voix résonnant de fierté. Marianne parcourait sa tablette, montrant à Sophie des lieux de mariage à Bordeaux et en Provence. Je me suis éclairci la gorge, testant s'il pourrait me remarquer, mais personne n'a levé les yeux. J'ai finalement murmuré pour moi-même, je pars demain, vous savez, mais les mots se sont noyés sous leur rire. Quand j'ai essayé de partager mon projet de travailler à temps partiel à la bibliothèque de l'école et de postuler à des stages en design, Marianne m'a écarté sans lever les yeux. Ça a l'air cher. Nous devons être pratiques. Ton père et moi économisons pour le mariage de Sophie. Je me souviens avoir serré mon crayon si fort qu'il a failli se casser. J'ai demandé s'il restait quelque chose du fonds d'études qu'ils avaient mis de côté quand nous étions enfants. Richard a Jessica Latat. Cet argent sera mieux utilisé pour des événements familiaux importants. Tu te débrouilleras avec des prêts comme tout le monde. Je voulais crier, mais les mots sont restés coincés. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête et je suis montée à l'étage, l'écho de leur rire me poursuivant. Plus tard cette semaine-là, je me suis assise avec Georges et Éléonore sur la balançoire du porche de la demeure. Ma voix s'est brisée quand je leur ai raconté ce qui s'était passé. Georges a froncé les sourcils, sa main reposant, lourde mais chaude, sur la mienne. Ils sont aveugles, Élodie. Ils ne peuvent pas te voir, mais nous, si. Éléonore a serré mon épaule. Ne laisse pas leur choix ternir ce pourquoi tu es né. Va et réalise ce rêve qui est le tien. Nous t'encouragerons depuis ici. Leur foi m'a maintenue stable. À l'université, je me suis plongée dans les cours de design, travaillant tard dans les ateliers, dessinant jusqu'à ce que mes mains aient des crampes. J'ai contracté des prêts étudiants et pris un emploi à temps partiel pour ranger des livres, mangeant des nouilles instantanées la plupart des soirs, mais j'étais heureuse parce que c'était à moi. Je construisais quelque chose. Chaque fois que j'envoyais une copie de mon dernier projet à Éléonore, elle m'appelait le lendemain, sa voix aussi vive que si mes esquisses avaient illuminé toute sa semaine. Pendant ce temps, la vie de Sophie scintillait comme une page de magazine. Elle envoyait à la maison des photos de fiançailles glacées d'elle et de David Leclerc, un jeune homme d'affaires qu'elle avait rencontré lors d'un gala de charité. Il portait des costumes qui semblaient sur mesure, son sourire était large, et Marianne s'extasiait sur lui comme s'il était un prince. Les invitations pour leur mariage remplissaient notre boîte aux lettres, gravée en lettres d'or. Marianne passait ses après-midi à planifier les arrangements floraux tandis que Richard se vantait du nombre d'invités qui y assisteraient. Mes propres nouvelles de l'école étaient réduites à une ligne en passant. Comment vont les cours? Bien. Parlons maintenant de la robe de Sophie.
Je me souviens d'un appel téléphonique au printemps 2019, pendant mes examens partiels, où j'ai mentionné qu'un professeur m'avait encouragé à soumettre mon travail à une exposition de design étudiant à Paris. Avant que je puisse expliquer, Marianne m'a interrompu. As-tu entendu, Élodie, que David a surpris Sophie avec un voyage en Italie? Peux-tu y croire? Il est si attentionné. La ligne est devenue silencieuse de mon côté car ma poitrine me faisait trop mal pour parler. Je me suis dit de ne pas pleurer dans le couloir de ma résidence universitaire, mais les larmes sont venues quand même, chaudes et tenaces. De retour à la demeure cet été-là, Georges a essayé d'alléger l'atmosphère, plaisantant que je devrais peut-être concevoir les invitations pour le mariage de Sophie pour leur montrer ce qu'est le vrai article. J'ai ri faiblement, bien qu'au fond de moi, l'idée me piquait. Éléonore m'a pris le visage entre ses mains. Tu n'as pas besoin de te prouver à travers eux. Tu es suffisante. Sa voix a un peu tremblé, et j'ai su qu'elle craignait que je continue à courir après leur approbation, comme je l'avais toujours fait. Alors que les préparatifs du mariage s'intensifiaient, l'argent coulait des poches de mes parents comme des rivières. Un lieu 5 étoiles réservé pour un demi-million d'euros, une robe sur mesure venue de New York, et un menu de traiteur qui se lisait comme un roman. Pendant ce temps, je calculais combien d'heures à la bibliothèque il me fallait pour couvrir les livres de mon prochain semestre. Je voulais être amère, mais tout ce que je ressentais était une tristesse creuse. Ce n'était pas une question d'argent, c'était le message, les étapes importantes de Sophie comptaient, les miennes non. En 2020, la pandémie a balayé le campus et les cours sont passés en ligne. Je suis retournée à Saint-Germain-en-Laye pour un temps, installant mon ordinateur portable dans un coin de notre table de salle à manger. Sophie et David avaient emménagé temporairement dans la demeure, l'utilisant comme base pour un mariage encore plus grandiose, désormais reporté. Richard passait ses soirées à parler d'affaires avec David, le traitant comme le fils qu'il n'avait jamais eu. J'étais assise dans mon coin avec mes écouteurs, écoutant les voix de mes professeurs grésiller sur Zoom, prétendant ne pas entendre Sophie rire des palettes de couleurs pour sa réception. Il y a eu une nuit où David s'est appuyé contre le comptoir, sirotant un verre de vin, et a demandé ce que j'étudiais. Quand j'ai dit design graphique, il a haussé les sourcils. Est-ce que ça rapporte de l'argent? Sophie a ri avec lui, et j'ai voulu m'enfoncer dans le sol. Georges, qui avait entendu, a coupé court. Elle s'en sortira très bien. Plus que bien. Sa voix portait une telle conviction que la pièce est devenue silencieuse pour une fois. Ce sont ces années-là que j'ai appris le vrai sens de la résilience. J'ai enfoui ma colère et l'ai canalisée dans mon travail. J'ai conçu des affiches pour des œuvres de charité locale, me suis porté volontaire pour créer des mises en page pour des groupes d'étudiants, et j'ai construit un portfolio, pièce par pièce. Chaque nuit passée devant mon écran ressemblait à une brique dans une fondation que personne d'autre ne pouvait me prendre. Au moment où la date du mariage de Sophie est finalement arrivée au printemps 2022, j'avais presque terminé mes études. Les invitations sont arrivées à la demeure, gaufrées et dorées, comme si l'événement était royal. Georges et Éléonore m'ont appelé cette semaine-là, leur voix douce. Comment vont les études, Élodie? Trouves-tu ton chemin? Je me suis surprise à sourire en leur parlant de mes projets, de mon rêve de lancer un jour une campagne qui serait vue dans tout le pays. Pendant un instant, j'ai tout oublié. Leur foi était comme une flamme dans une pièce sombre, et je les portais avec moi, ne sachant pas que très bientôt, elles seraient mises à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le printemps 2021 est arrivé, lourd d'ombre que je n'avais jamais prévue. Georges ralentissait, ses pas plus courts, sa respiration plus laborieuse, mais il balayait toujours les inquiétudes d'un sourire. « Je vais bien, championne », disait-il, s'appuyant sur la balustrade du porche tout en prétendant que sa main était stable. Je voulais le croire. Un dimanche après-midi, Éléonore m'a appelé alors que j'étais à Paris pour finir un projet. Sa voix tremblait. « Élodie, c'est ton grand-père. Il a eu une crise cardiaque. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. » Le trajet de retour à Saint-Germain-en-Laye s'est déroulé dans un flou de traînées grises. Mes jointures étaient blanches sur le volant, mon esprit s'accrochant à l'idée que Georges était trop fort, trop têtu pour me quitter. Mais lorsque je suis entrée en trombe dans la chambre d'hôpital, j'ai trouvé Éléonore assise près de son lit, sa main serrant la sienne. Les moniteurs s'étaient déjà tus. Son visage était immobile, de cette immobilité qui me disait qu'il n'y aurait plus de rires éclatants, plus d'histoires sur la balançoire du porche. Ma poitrine s'est brisée. Je me suis effondrée sur la chaise à côté d'Éléonore, m'agrippant à son bras. Elle ne pleurait pas bruyamment, elle tenait simplement sa main comme si elle pouvait y ramener la chaleur par la seule force de sa volonté. La demeure semblait creuse après cela. Même avec les bougies à la lavande d'Éléonore qui brûlaient, l'air semblait froid. Sophie est passée une fois avec David, offrant des condoléances polies, puis est retournée à ses préparatifs de mariage. Mes parents parlaient à voix basse de questions financières plus que de deuil. Je suis restée avec Éléonore chaque fois que je le pouvais, l'aidant avec les courses, préparant du thé, essayant de combler le silence que Georges avait laissé. 6 semaines plus tard, je me suis réveillée avec un autre appel.
Cette fois, c'était la voisine. Éléonore s'était éteinte dans son sommeil. Mon corps est devenu engourdi. Je ne m'étais même pas remise de la perte de Georges, et maintenant elle était partie aussi. À ses funérailles, les bancs étaient remplis de voisins, d'amis de l'église et de parents éloignés, tous murmurant à quel point Georges et Éléonore avaient été dévoués l'un à l'autre. Marianne était assise, rigide, tamponnant ses yeux avec un mouchoir, mais je savais que ses pensées étaient ailleurs. Richard chuchotait à propos de la succession, de la valeur de la demeure. J'étais assise seule, serrant le programme plié, sentant comme si ma poitrine avait été vidée. Je ne pleurais pas seulement des grands-parents, je pleurais les seules personnes qui m'avaient fait me sentir vue. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée dans le bureau aux boiseries de maître Charles Bernard, l'avocat de la famille. Sophie était déjà là, perchée sur une chaise à côté de Marianne et Richard, ses ongles tapotant contre son téléphone. Je me suis assise en face d'eux, mes paumes moites. Maître Bernard a ajusté ses lunettes et s'est éclairci la gorge. Nous sommes ici pour examiner le testament final de Georges et Éléonore Martin. Sa voix était stable, professionnelle. Il a déplié le document et a commencé à lire. À notre petite-fille bien-aimée, Élodie Dubois, nous léguons notre domaine situé sur l'allée du lac Tranquille, y compris la résidence et la propriété environnante, ainsi que les comptes fiduciaires correspondants. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Mes oreilles bourdonnaient. Sophia EU on hockey brusque, assez chaise raclant le sol. Le visage de Marianne a perdu toute couleur. La mâchoire de Richard s'est crispée comme s'il avait reçu un coup de poing. Maître Bernard a continué, s'adressant directement à ma mère. À notre fille, Marianne, nous ne laissons rien de plus, ayant déjà contribué de manière significative aux événements familiaux importants par le passé, spécifiquement la somme de 200 000 € précédemment donnée pour soutenir le mariage de Sophie. La pièce a explosé. Marianne s'est levée d'un bond, sa voix tremblant de fureur. C'est scandaleux. Nous sommes sa famille. Comment ont-ils pu favoriser Élodie comme ça? Richard a marmonné qu'il contesterait le testament. Sophie me fixait, les yeux plissés comme si je lui avais volé quelque chose. J'étais assise, figée, mes mains agrippant la chaise si fort qu'elle me faisait mal. La demeure n'était pas seulement une propriété, c'était chaque instant d'amour que Georges et Éléonore avaient versé en moi. Leur décision ressemblait à un bouclier final, un cadeau destiné à me porter vers l'avant. Quand la réunion s'est terminée, l'air extérieur était vif et froid. J'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle avant que mes parents ne me coincent dans le parking. La voix de Marianne était mielleuse, fausse. Élodie, la maison renferme des souvenirs pour nous tous. Si tu la vends, nous connaissons un agent immobilier qui peut obtenir un excellent prix. Richard a ajouté, tu es jeune, entretenir une propriété comme celle-ci est un fardeau. Les impôts, l'entretien, pense pratique. Sophie a souri avec mépris, repoussant ses cheveux parfaits en arrière. Tu ne vas pas vraiment t'installer là-bas, n'est-ce pas? Un appartement à Paris te conviendrait mieux. Leurs mots m'ont profondément blessée, non pas parce qu'ils étaient convaincants, mais parce que leur cupidité était si transparente. J'ai senti la colère monter, plus forte que ma peur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai relevé le menton et j'ai dit « Je ne vends pas ». Leurs sourires ont vacillé. La mâchoire de Richard s'est serrée. Les yeux de Sophie ont lancé des éclairs. Je me suis dirigée vers ma voiture, mon cœur battant la chamade, mes jambes tremblantes, mais un petit feu brûlait en moi. Pour la première fois, j'avais dit non. Cette nuit-là, je suis allée seule à la demeure. Les lumières étaient faibles, la balançoire du porche immobile, le jardin envahi par la végétation sans les soins d'Éléonore. J'ai déverrouillé la lourde porte, le grincement résonnant dans le couloir vide. Cela aurait dû être solitaire, mais au contraire, je me sentais entourée. La voix de Georges semblait gronder à travers les murs, le rire d'Éléonore persistait dans les coins. C'était leur dernier cadeau, et peu importe ce que mes parents ou Sophie essaieraient, j'étais déterminée à le protéger. Je me suis tenue dans le bureau où mes esquisses étaient encore accrochées, jaunies sur les bords, et j'ai murmuré « Je promets que j'en prendrai soin ». Le silence qui a suivi m'a semblé être une réponse, stable et sûre. Je ne savais pas alors jusqu'où ma famille irait pour me l'arracher, ni combien de force je devrais trouver pour le garder. Je ne savais qu'une chose en éteignant les lumières et en verrouillant la porte derrière moi, la demeure était à moi maintenant, et le combat qui l'accompagnait aussi. Les semaines qui ont suivi la lecture du testament ont été un tourbillon d'appels téléphoniques et de suggestions voilées qui portaient toutes le même message. Mes parents et Sophie voulaient que la demeure disparaisse. Richard appelait tard le soir, sa voix basse mais insistante. Élodie, pense à la taxe foncière. Pense aux factures de chauffage. Des endroits comme ça te saigne à blanc. Tu commences à peine ta vie. Vends-la pendant que le marché est haut. L'approche de Marianne était plus douce, mais plus acérée. Elle est passée à mon appartement à Paris un après-midi avec une assiette de madeleine, comme si cela pouvait effacer des années de négligence. Elle a posé l'assiette sur le comptoir, a croisé les mains et s'est penchée en avant. « Ma chérie,
tu as toute ta carrière devant toi. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Un ami agent immobilier m'a dit qu'elle pourrait rapporter plus de 20 millions. Imagine ce que tu pourrais faire avec autant d'argent. J'ai eu envie de rire de la douceur soudaine de son ton, mais cela n'a fait que me tordre l'estomac. Sophie m'a appelé elle-même un soir, sa voix chantante, presque enjouée. Tu ne prévois pas vraiment de vivre là-bas, n'est-ce pas? Saint-Germain-en-Laye, c'est bien, mais ta place est en ville. Imagine un appartement élégant au cœur de Paris, près des galeries, des restaurants. Vends cette vieille bâtisse. C'est sentimental, bien sûr, mais ce n'est pas pratique. Chacun d'eux avait bien répété son rôle. Le père attentionné inquiet des finances, la mère douce offrant des gâteaux, la sœur glamour peignant un tableau de liberté. Mais l'intention sous leurs mots était la même, ils voulaient ce qui m'avait été donné, non pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'il avait de la valeur. Une nuit, je suis allée à la demeure pour réfléchir. L'allée était sombre, les chênes murmuraient dans le vent. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le cèdre et la lavande, comme si Georges et Éléonore n'étaient jamais partis. J'ai parcouru les larges couloirs et me suis arrêtée dans le bureau, où mes dessins étaient toujours accrochés au mur. J'ai passé mes doigts sur le vieux papier et j'ai murmuré « Je ne les laisserai pas me prendre ça ». Les mots se sont installés en moi, lourds mais certains. Le lendemain matin, Richard a rappelé, sa patience s'amenuisant. « Élodie, tu es têtue. Un endroit comme ça est un passif. Sais-tu même comment l'entretenir? Tu penses que tes grands-parents voulaient que tu te noies dans les dettes et les responsabilités? » Ma main tremblait autour du téléphone, mais j'ai gardé ma voix stable. Il voulait que je l'aie. Il voulait que je la garde. Il y a eu une longue pause, puis son soupir a crépité à travers la ligne. Tu fais une erreur. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je savais ce qu'ils essayaient de faire. Ils m'avaient sous-estimé depuis si longtemps qu'ils supposaient que je céderais dès qu'ils mettraient la pression. Pendant des années, j'avais été la silencieuse, la fille négligée qui se pliait à tout ce qu'on lui demandait. Cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais quelque chose qui valait la peine d'être protégée. Un samedi après-midi, je suis retournée à la demeure pour trouver Sophie qui attendait sur le porche. Son cabriolet rouge était garé en biais dans l'allée, ses lunettes de soleil perchées sur sa tête. Elle a souri trop vivement alors que je montais les marches. « J'ai pensé te faire une surprise », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de gaieté. « Je voulais voir comment tu t'installais. » J'ai déverrouillé la porte et l'ai laissée entrer, bien que chaque partie de moi résistât. Elle a traversé le hall d'entrée, ses talons claquant sur le sol en marbre. « Cet endroit est magnifique », a-t-elle dit en passant la main sur la rampe. Mais honnêtement, Lodi, c'est beaucoup trop de maisons pour une seule personne. Je veux dire, que vas-tu faire de toutes ces pièces? J'ai croisé les bras, restant ferme. J'y vivrai. Voilà ce que je ferai. Son sourire a vacillé un très bref instant avant de se reformer. Tu pourrais la vendre, tu sais. Prendre l'argent, voyager, acheter un appartement, investir. Tu ne veux pas être enchaîné à un vieux machin plein de courants d'air, si? J'ai rencontré son regard, ma voix calme mais ferme. C'est ma maison. Maintenant. Pendant un moment, ses yeux se sont durcis, toute prétention effacée. Très bien, comme tu veux. Elle a pris son sac à main et est sortie, l'écho de ses talons secs et final. Cette nuit-là, assise seule dans la demeure, je me sentais à la fois épuisée et vivante. J'avais tenu bon, et bien que mon cœur batte encore la chamade après la confrontation, je savais que quelque chose avait changé. Pour la première fois, je leur avais dit non, et je le pensais. Pourtant, je ne pouvais ignorer la tension qui me suivait comme une ombre. Leur voix résonnait dans ma tête, leur insistance pesant sur ma résolution. La demeure était plus qu'une maison, c'était un champ de bataille, et je venais à peine de prendre ma première position. J'ai fermé les lourds rideaux du salon et éteint les lumières. Dans le silence, je pouvais presque entendre la voix stable de Georges me disant que j'étais plus forte que je ne le croyais. Je me suis accrochée à cette pensée en m'allongeant, sachant au plus profond de mes os que ma famille n'en avait pas fini avec moi. Au printemps 2022, la maison Dubois n'était consumée que par un seul événement, le mariage de Sophie. Chaque conversation de mes parents semblait y revenir. Les fleurs, la robe, la liste interminable d'invités qui s'allongeait de semaine en semaine. Le coût a dépassé le demi-million d'euros, et pourtant Marianne disait que cela valait chaque centime pour sa fille parfaite. Je m'asseyais tranquillement pendant les dîners, écoutant tandis qu'il décrivait les dégustations et les essayages comme des rituels sacrés, me demandant à quel point le gouffre pouvait se creuser avant qu'il ne le remarque. Le jour de la cérémonie, je me suis rendue au lieu de réception, un château somptueux près de Paris, drapé de cristaux et de roses blanches. Les lustres scintillaient comme des cascades gelées, et l'air sentait le champagne et le parfum. Des invités en costumes de créateurs et robes de soirée déambulaient dans la salle, leur rire rebondissant sur les sols en marbre. J'avais choisi une simple robe bleu marine, du genre que je pouvais me permettre après avoir économisé sur mon travail à temps partiel, et j'en ai senti le poids dès que je suis entrée.
Les gens passaient à côté de moi, leurs yeux fixés sur Sophie comme si elle était de la royauté. Elle était magnifique, je ne peux le nier. Sa robe sur mesure lui collait à la peau comme de la soie versée du ciel, et son voile scintillait de perles qui attrapaient chaque flash de l'appareil photo. David Leclerc se tenait à ses côtés, grand et charmant, sa main reposant de manière possessive dans son dos. Mes parents flottaient à proximité, rayonnant de fierté, leur joie si vive qu'elle semblait effacer toutes les ombres. Personne ne m'a remarqué me glisser sur une chaise à la table du coin. Tout au long de la soirée, j'ai observé le spectacle se dérouler. Les toasts ont retenti, les verres en cristal ont tinté, l'orchestre a joué du jazz doux tandis que les serveurs glissaient avec des plateaux d'argent. Le nom du bois était paradé comme une bannière. Les invités chuchotaient sur la grandeur de l'événement, sur la façon dont Richard devait bien s'en sortir pour financer une telle soirée, sur le goût impeccable de Marianne. Je sirotais mon eau et essayais de ne pas laisser l'amertume s'insinuer dans ma poitrine. À un moment donné, je me suis retrouvée près du balcon, ayant besoin d'air. Les lumières de la ville s'étendaient en contrebas, une mer de jaune et de blanc contre le ciel sombre. Derrière moi, j'ai entendu une voix basse, « Elle pense qu'elle peut tout avoir ». C'était David, ses mots glissant à travers un rire alors qu'il se penchait vers un homme que je ne reconnaissais pas. Je me suis approchée sans le vouloir, le souffle coupé. L'homme a gloussé, tapant sur l'épaule de David. « Et elle ne saura jamais, n'est-ce pas ?» David Asori. Avec suffisance, faisant tourner son verre. « Tant que je continue à faire des cadeaux, elle ne posera pas de questions. Un petit voyage d'affaires par-ci, une réunion tardive par-là, facile. » L'homme a ri de nouveau, et ils sont retournés à l'intérieur, me laissant figé dans l'ombre. Mon estomac s'est noué, mon cœur battant au poids de ce que je venais d'entendre. Je suis resté là, regardant l'horizon, ressentant une douleur qui n'était pas la mienne, mais celle de Sophie. Malgré toute son arrogance, malgré toutes les façons dont elle avait bénéficié pendant que j'étais ignoré, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une lueur de pitié. Elle croyait se marier dans un conte de fées, mais les fissures étaient déjà là. J'ai appuyé mes mains contre la balustrade froide, ne sachant si je devais lui dire ou garder le silence. Finalement, je suis restée silencieuse. Personne ne me croirait de toute façon, pas avec la façon dont il la vénérait. À l'intérieur, la musique a enflé et Sophie a tournoyé sur la piste de danse, sa robe virevoltant comme un nuage. Richard applaudissait en rythme, Marianne tamponnait ses larmes, et David la tenait comme un homme qui avait maîtrisé l'art des apparences. Ma poitrine était lourde en les regardant, un mélange de colère et de chagrin enchevêtré. Plus tard dans la nuit, l'absence de Georges m'a frappé durement. Je l'imaginais ici, m'observant depuis la touche, me rappelant de ne pas mesurer ma valeur à l'aune du spectacle devant moi. La voix d'Éléonore a murmuré dans ma mémoire, « Tu es suffisante ». Je me suis accrochée à cela en m'éclipsant tôt, le son de la musique s'estompant derrière moi. Le parking était calme, le bourdonnement de la ville pressant. Je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment, agrippant le volant, mes yeux brûlants. Le monde de Sophie brillait de mille feux, mais il était fragile, construit sur l'illusion. Le mien était silencieux, construit lentement, brique par brique, sans les applaudissements de personne. En partant, je me suis promis que je ne laisserais pas l'envie me noyer. Je l'utiliserais comme carburant, un rappel que mon chemin, bien que plus solitaire, était le mien seul. Je ne savais pas alors à quelle vitesse l'éclat de cette nuit s'estomperait, ni à quel point les fissures dans la vie parfaite de Sophie s'élargiraient. Tout ce que je savais, c'est que la demeure m'attendait à Saint-Germain-en-Laye, silencieuse et stable, le seul endroit où la vérité avait jamais vécu. À l'automne 2023, l'éclat du mariage de Sophie s'était estompé et des rumeurs sur l'entreprise de mon père avaient commencé à circuler à Saint-Germain-en-Laye. Dubois Bâtiment, autrefois un nom fiable pour les développements de taille moyenne, s'effondrait. Les projets étaient à l'arrêt, les paiements retardés, et les fournisseurs cessaient de répondre à ses appels. Richard se comportait avec une confiance forcée, mais je remarquais les cernes sombres sous ses yeux lorsque nous nous croisions, la façon dont ses épaules s'affaissaient quand il pensait que personne ne regardait. Un samedi matin, je suis allée à la demeure et j'ai trouvé mes deux parents qui attendaient déjà à l'intérieur. Richard était assis à la table de la salle à manger avec une pile de papiers étalés, et Marianne faisait les 100 pas près de la fenêtre, son téléphone serré dans sa main. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée, un éclair de soulagement traversant leur visage. Richard a montré la chaise en face de lui. A seed's toy, Elodie. Nous devons parler. Je me suis assise lentement, mes paumes reposant sur mes genoux. Sa voix était stable mais désespérée. L'entreprise est en difficulté. Nous avons besoin d'une garantie pour obtenir un prêt, quelque chose de substantiel, quelque chose que la banque ne remettra pas en question. Il a poussé un papier sur la table. Ton nom est sur l'acte de propriété maintenant, mais si tu signes ici, nous pouvons utiliser la demeure pour garantir le prêt. Une fois que les affaires reprendront, nous le rembourserons et tout redeviendra normal. J'ai fixé le papier, l'encre noire nageant devant mes yeux. Marianne s'est approchée, son ton plus tranchant.
C'est ta chance d'aider ta famille. Tu nous dois bien ça. George et Éléonore voudraient que tu fasses ce qui est juste. Les mots m'ont brûlé. J'ai entendu la voix de George dans ma mémoire, me disant de protéger la maison, de faire confiance à mon propre chemin. J'ai dégluti difficilement et j'ai repoussé le papier vers Richard. Je ne peux pas signer ça. La demeure n'est pas à vous pour que vous la jouiez au dé. Le visage de Marianne s'est durci, la douceur s'évanouissant. Ne sois pas égoïste, Élodie. Cette entreprise nous nourrit tous. Sans elle, nous perdons tout. J'ai rencontré son regard, ma propre voix tremblante mais ferme. Je les ai déjà perdus. Je ne perdrai pas ce qu'ils m'ont laissé. Pendant un long moment, le seul son fut le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. La mâchoire de Richard s'est serrée, ses yeux lançant des éclairs de frustration. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Sans ça, Dubois Bâtiment est fini. Je me suis levée de ma chaise, mes jambes instables mais mon cœur stable. Alors, c'est fini. Je suis sortie avant que l'un ou l'autre puisse m'arrêter, ma poitrine serrée de peur et de fierté. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu une enveloppe glissée sous la porte de mon appartement. À l'intérieur se trouvait une autre série de papiers, ceux-ci rédigés plus soigneusement, avec des espaces pour ma signature. Le langage était enjolivé pour paraître inoffensif, mais j'ai reconnu le même piège. J'ai déchiré les papiers en deux et les ai jetés à la poubelle. Mon téléphone a vibré d'appels manqués, la voix de Marianne remplissant ma messagerie vocale de supplication, puis de colère, puis de silence. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, m'enfouissant dans des projets de design et des nuits tardives au studio. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du poids de ce qui s'était passé. Pendant si longtemps, j'avais été la fille silencieuse, celle qui disait oui, qui pliait sous la pression. Maintenant, chaque non ressemblait à la rupture d'une chaîne. La fois suivante où j'ai visité la demeure, j'ai fouillé dans le bureau jusqu'à ce que je trouve le dossier où George avait rangé les documents importants. Là, parmi les actes de propriété et les papiers d'assurance, se trouvait une note manuscrite de son écriture soignée. « Élodie, prends soin de cet endroit. Il est à toi maintenant. Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Les larmes ont brouillé la page alors que je la tenais. Sa voix m'a traversé à travers les mots, me stabilisant, me donnant du courage. Une semaine plus tard, Sophie s'est présentée sans prévenir, son cabriolet brillant dans l'allée. Elle est entrée dans le hall sans attendre que je l'invite. Son sourire était cassant, son parfum vif. « Écoute, Lodi, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Papa se noie, maman est hors d'elle, et toi, tu es assise sur une fortune. Signe juste les papiers et mets fin à ce cirque. » J'ai croisé les bras, mon cœur battant la chamade. Cette maison n'est pas une monnaie d'échange. C'est ma maison. Ses yeux se sont plissés, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son extérieur poli. Tu penses que t'accrocher à cet endroit te rend puissante? Tu n'es rien sans nous. Elle a tourné les talons et est sortie en trombe, ses mots résonnant dans le hall vide. Cette nuit-là, je me suis assise sur la balançoire du porche, le vent d'automne frais sur ma peau. Le lac scintillait sous le clair de lune, calme et stable. J'ai pensé aux générations qui avaient parcouru ces couloirs, à l'amour que George et Éléonore avaient déversé sur moi qu'en personne. D'autres ne l'avaient fait. Ma famille voulait réduire tout cela à des chiffres sur une demande de prêt. Je ne pouvais pas le permettre. Les feuilles ont bruissé, et j'ai senti un étrange calme s'installer en moi. La bataille pour la demeure ne faisait que commencer, et je savais que mes parents et Sophie n'arrêteraient pas de faire pression. Mais pour la première fois, j'étais prête à les affronter, quoi qu'il arrive. J'étais assise à la longue table en chêne du bureau de la demeure, un après-midi frisquet de novembre, des papiers éparpillés devant moi, lorsque l'on a frappé à la porte d'entrée. Mon cœur a sursauté, pensant que c'était peut-être mes parents ou Sophie qui tentaient à nouveau leur chance. Mais quand j'ai ouvert, j'ai trouvé tante Hélène debout là, son manteau bien enroulé autour d'elle et ses yeux bienveillants remplis de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Elle est entrée, me prenant dans ses bras avant que je puisse parler. J'ai préparé du thé et nous nous sommes assises dans la cuisine, la vapeur montant entre nous. Elle a étudié mon visage, puis a dit doucement « Tu me rappelles tellement ta grand-mère. Têtue, mais stable. » J'ai dégluti difficilement, me souvenant du contact doux d'Éléonore et j'ai hoché la tête. Tante Hélène a tendu la main sur la table, sa main chaude sur la mienne. Je sais qu'ils te mettent la pression. Richard, Marianne, même Sophie. Mais je veux que tu saches que tout le monde dans cette famille n'est pas de leur côté. Les larmes me sont montées aux yeux. Pendant si longtemps, je m'étais sentie seule dans ce combat, comme si c'était moi contre tout le clan Dubois. Entendre ne serait-ce qu'une personne dire le contraire a fait voler en éclats quelque chose en moi. Tante Helena Sopire. Ton grand-père serait fier de la façon dont tu te défends. Il ne voudrait pas que tu sois intimidée pour abandonner ce qu'il t'a laissé. Une semaine plus tard, ma cousine Rachel m'a appelée à l'improviste. Elle étudiait le droit à la Sorbonne, bien que nous n'ayons jamais été particulièrement proches, elle semblait déterminée quand elle a parlé. J'ai entendu ce qu'ils essaient de faire, Lodi. Utiliser la maison comme garantie, te pousser à signer,
Ce n'est pas seulement mal, c'est peut-être illégal. S'il falsifie des papiers, laisse-moi t'aider. J'ai hésité. Elle était jeune, encore étudiante, mais sa voix portait la conviction. Je ne veux pas t'entraîner là-dedans, Rachel, ai-je dit. Elle a ri doucement. Trop tard. J'ai déjà commencé à creuser. Tu serais surprise du genre de registres qui sont publics si tu sais où chercher. Le week-end suivant, elle est venue à la demeure avec un dossier sous le bras. Nous avons étalé des documents sur la table de la salle à manger. Elle avait trouvé des preuves de privilèges d'entrepreneurs impayés et de transferts suspects liés à Dubois Bâtiment. Elle a tapoté les papiers avec un stylo. Si papa essaie d'utiliser ton nom sur quoi que ce soit sans ton consentement, tu as un dossier solide. Et si Richard continue de cacher ses dettes, ça pourrait le ruiner plus qu'il ne l'admet. J'ai regardé les chiffres, les colonnes désordonnées de données. C'était pire que je ne l'avais imaginé. Mon père se noyait, et au lieu d'affronter la situation, il voulait m'entraîner avec lui. J'ai appuyé une main sur mon front, ma respiration saccadée. Rachel s'est penchée plus près. Tu n'es pas seule, Élodie. Tu nous as. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté les couloirs de la demeure, l'écho de mes pas rebondissant sur les hauts plafonds. J'ai pensé à la voix de Georges m'exhortant à protéger la maison, aux encouragements discrets d'Éléonore à suivre mon chemin. Pour la première fois, j'ai cru que j'avais peut-être la force de le faire. Quelques jours plus tard, le père Jacques est passé. Il avait officié aux funérailles de Georges et d'Éléonore, et j'avais toujours fait confiance à sa présence calme. Il se tenait sur le seuil, ses yeux bienveillants. Les nouvelles vont vite dans une ville comme celle-ci, Élodie. Les gens parlant. Je veux que tu saches que peu importe ce qu'ils disent, cette maison est à toi de droit. Ne laisse pas la culpabilité guider tes décisions. Nous nous sommes assis dans le salon et il m'a raconté des histoires sur la générosité de Georges, comment il avait fait don de bois pour reconstruire une partie de l'église des décennies plus tôt. Tes grands-parents voulaient que leur héritage perdure, a-t-il dit. Protéger cette maison n'est pas égoïste, c'est les honorer. J'ai senti une chaleur se répandre en moi alors qu'il parlait, comme si Georges et Éléonore eux-mêmes avaient envoyé ses alliés pour me rappeler que je ne me battais pas seule contre des ombres. Le soutien indéfectible de tante Hélène, la détermination de Rachel, l'assurance du père Jacques, pour la première fois depuis la lecture du Testament, je me sentais entourée par quelque chose qui ressemblait à une famille. Bien sûr, cette paix n'a pas duré. Sophie s'est de nouveau présentée un soir, ses talons frappant le sol en marbre alors qu'elle entrait dans le hall. Elle a regardé les documents éparpillés sur la table et a souri avec mépris. Tu te fais des alliés maintenant, Lodi? Tu penses vraiment qu'une bande de moins que rien peut te protéger de papa et maman? Je me suis redressée, ma voix stable. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de la vérité. Ses yeux se sont plissés, son masque poli glissant un instant. Profite de ta petite victoire, a-t-elle dit en attrapant son sac. Elle ne durera pas. Elle est sortie en trombe, le claquement de la porte faisant trembler les fenêtres. Je me suis effondrée sur le canapé ensuite, les mains tremblantes, mais Rachel m'a serré l'épaule. Tu lui as fait peur. C'est bon signe. Tante Hélène a hoché la tête, son expression calme. Ils n'ont pas l'habitude que tu dises non. Continue de le dire. Alors que le feu crépitait dans la cheminée, j'ai réalisé à quel point ce combat était différent maintenant par rapport aux premières semaines. Je n'étais plus une voix solitaire dans la tempête. J'avais des gens à mes côtés qui croyaient en moi, qui voulaient que justice soit faite. Le poids sur mes épaules était toujours lourd, mais il ne me semblait plus insupportable. Quand je suis allée me coucher cette nuit-là, la demeure semblait plus chaleureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Les murs qui avaient fait écho à ma solitude résonnaient maintenant de voix de soutien. Je me suis allongée dans l'obscurité silencieuse, ma poitrine enfin calme, sachant que les batailles à venir seraient féroces, mais pour la première fois, je ne sentais pas que je les affrontais seule. Descendre à Saint-Germain-en-Laye apportait un froid qui pénétrait jusqu'aux os, le genre de froid qui faisait ressembler le lac à du verre sous le pâle soleil d'hiver. Noël n'était plus qu'à quelques jours lorsque Marianne m'a appelée à l'improviste. Sa voix était inhabituellement chaleureuse, le genre de douceur qui m'a instantanément rendue méfiante. Élodie, nous organisons la réunion de famille pour le réveillon de Noël cette année. La maison sur l'allée du lac tranquille serait parfaite. Tu devrais l'ouvrir, laisser tout le monde y célébrer. J'ai serré le téléphone plus fort, regardant par la fenêtre givrée de mon appartement. Chaque instinct me criait de ne pas accepter, mais une partie fragile de moi voulait croire que peut-être, juste peut-être, c'était une chance de transformer la demeure en ce qu'elle avait toujours été pour moi, un lieu d'appartenance. Contre mon meilleur jugement, j'ai dit doucement, « D'accord, nous pouvons le faire. » Le réveillon de Noël est arrivé avec un ciel lourd de neige. J'ai descendu la longue allée, les phares éclairant les chênes qui ployaient sous leur manteau blanc. La demeure brillait de l'intérieur, une lumière dorée s'échappant des fenêtres. Pendant un instant, ma poitrine s'est soulevée. Peut-être que cela pourrait être réel, cette fois. Je suis sortie, mes pas crissant sur la neige,
et j'ai poussé la lourde porte. L'odeur de vin m'a frappé en premier, forte et aigre. L'air était épais, trop chaud et étrangement silencieux. Le hall d'entrée était vide. Pas de cousin qui rit, pas de tante qui s'affaire avec des plateaux de nourriture. Je suis entré dans la salle à manger et je me suis figé. Des assiettes étaient empilées au hasard, des restes de dinde collés au bord. Des taches de vin saignaient sur la nappe blanche. Du papier cadeau jonchait le sol près du sapin, les cadeaux déjà déchirés. La célébration avait déjà eu lieu. Sans moi. Un rire a flotté depuis l'arrière, étouffé et cruel. Mon cœur a cogné alors que je suivais le son jusqu'au salon. Là étaient assis Richard et Marianne, détendus sur le canapé avec des tasses fumantes à la main. Sophie était appuyée contre le manteau de la cheminée, sa robe scintillant à la lueur du feu. Ils ont levé les yeux comme si mon entrée n'était qu'un détail sans importance. Timing parfait, a dit Sophie, son sourire acéré. Nettoie-moi ça, veux-tu? Marianne a gloussé, faisant teinter sa tasse contre celle de Richard. Il a ri aussi, le son creux. Les mots ont atterri comme une gifle. Mon visage a brûlé, et pendant une seconde, j'ai cru que j'allais m'effondrer sous le poids de leur moquerie. Ils avaient utilisé la demeure, l'avaient remplie de leur rire, avaient mangé et célébré sans moi, puis m'avaient laissé le désordre à gérer, comme une domestique. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge, refusant de les laisser me voir craquer. Mes yeux se sont posés sur le tas de manteaux jetés sur le vieux fauteuil de Georges, le même fauteuil où il s'asseyait avec moi pour me dire que je comptais. Quelque chose en moi s'est durci. Je suis retourné dans la salle à manger, chaque pas stable bien que mes mains tremblent. J'ai passé mes doigts sur la nappe tachée, sentant le vin sécher sous mon toucher. La rage est montée comme un feu dans mes veines, mais en dessous, il y avait un étrange calme limpide. Il pensait que je plierais. Il pensait que je balayerais les miettes et sourirais poliment pendant qu'il m'effaçait à nouveau. Quand je suis retourné dans le salon, je n'ai pas ramassé une assiette ni touché un balai. Au lieu de cela, j'ai posé mon sac sur la table et l'ai ouvert lentement. Le son de la fermeture éclair a tranché le crépitement du feu. Richard of France les Sorcels. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rencontré ses yeux, ma voix basse mais stable. Je reprends ce qui est à moi. Leurs rires ont vacillé. Le sourire narquois de Sophie a glissé. La pièce semblait chargée, chaque lumière trop vive, chaque ombre trop nette. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque résonner dans mes oreilles. Ma main planait au-dessus du dossier à l'intérieur de mon sac, la preuve que j'avais rassemblée avec Rachel pendant des mois. Des relevés bancaires, des signatures falsifiées, et les secrets qu'ils pensaient rester enterrés. Mais je ne l'ai pas sorti tout de suite. Pas ici, pas à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'étirer, regardant leur confiance s'effriter. Marianne s'est agitée inconfortablement, sa tasse tremblant légèrement. Les yeux de Sophie se sont plissés, la suspicion vacillant sur son visage. Le feu a crépité, projetant une étincelle dans l'air. Dehors, le vent hurlait, secouant les fenêtres comme un présage. J'ai pris une lente inspiration, puisant ma force dans chaque souvenir de Georges et Éléonore, dans chaque nuit où j'étais restée seule et avais appris à survivre. J'ai regardé autour de moi dans cette pièce, les gens qui m'avaient tant pris, et j'ai réalisé que je n'étais plus la fille oubliée. J'étais celle qui tenait la clé, et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Le dossier dans mon sac était lourd, mais le silence dans la pièce pesait encore plus. Richard s'est agité sur son siège, le front plissé. Marianne s'est penchée en avant, son sourire crisp. Élodie, tu es dramatique. Nettoie et arrête de faire de ça toute une histoire. J'ai sorti la première enveloppe de mon sac et l'ai fait glisser sur la table basse. Le bruit du papier contre le bois était plus fort que leur rire quelques minutes auparavant. Sophie a froncé les sourcils, posant sa tasse. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rencontré ses yeux. Des preuves. Rachel et moi avions passé des mois à éplucher les registres, à tirer des fils qui se démêlaient plus vite que prévu. Des entrepreneurs impayés, des déclarations fiscales qui ne correspondaient pas, des prêts contractés sous des noms suspects, et les textos de David, imprimés en noir et blanc, où il se vantait auprès d'un ami de ses soirées avec quelqu'un qui n'était pas Sophie. Richard a attrapé les papiers, parcourant les chiffres, son visage rougeoyant. « Où as-tu eu ça ?» Sa voix était vive, presque paniquée. Avant que je puisse répondre, un autre son a rempli la pièce. Le grand écran de la demeure dans le salon s'est allumé. J'avais demandé à Rachel d'attendre dehors jusqu'à ce qu'elle entende mon signal, et elle a tenu parole. Soudain, des documents et des captures d'écran ont illuminé le mur, chaque diapositive pire que la précédente. La mâchoire de Sophie est tombée. Les messages tardifs de David, les reçus d'hôtel, les transferts d'argent qui coïncidaient avec les dettes de l'entreprise de Richard. Marianne s'est levée, la main pressée contre sa poitrine. C'est une violation de la vie privée. Comment oses-tu? J'ai stabilisé ma voix. C'est vous qui m'avez envahi en premier.
Vous avez utilisé cette maison sans permission, tenté de me piéger avec des papiers falsifiés, vous vous êtes moqué de moi à l'endroit même qui était censé être un refuge. Je ne resterai plus silencieuse. La porte s'est alors ouverte et Rachel est entrée avec maître Charles Bernard, l'avocat de notre famille. Sa présence a rempli la pièce d'autorité. « Bonsoir », a-t-il dit, son ton ferme. J'ai pensé qu'il valait mieux que je sois témoin de cela. La voix de Richard a tonné. « C'est ridicule. C'est ma fille. C'est une affaire de famille. » Maître Bernard Sikalatat. Famille ou non, la loi est claire. La demeure et ses actifs appartiennent à Élodie. Toute tentative d'utiliser son nom sans son consentement est une fraude, et ses registres suggèrent bien pire. Sophie s'est adossée contre le manteau de la cheminée, le visage pâle. L'éclat de sa robe semblait absurde maintenant, comme un costume pour une pièce qui était terminée. « David ment », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Ces messages pourraient être faux. Rachel Acroix Les Bras. Ils ne le sont pas. J'ai retracé les chiffres, les comptes, tout. Tu peux le nier, mais la vérité te regarde en face. Pour la première fois, la pièce était silencieuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec la paix. La poitrine de Richard se soulevait alors qu'il feuilletait les pages. Marianne s'est rassise, ses mains tremblantes, ses yeux allant de moi à l'écran lumineux. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pendant des années, leur voix m'avait noyée, m'avait rendue petite, m'avait convaincue que je n'avais pas d'importance. Mais dans cette pièce, avec les preuves étalées et leurs visages dépouillés de leur arrogance, je les ai vus pour ce qu'ils étaient, désespérés, effrayés. Sophie a finalement brisé le silence. Tu penses que ça change quelque chose? Tu penses que la famille prendra ton parti? Ils te verront comme cruelle, ingrate, nous déchirant le soir de Noël. Ces mots m'ont coupé, mais ils ne m'ont plus transpercé. J'ai relevé le menton. Peut-être, mais au moins, ils verront la vérité. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres, faisant vibrer les vitres. Le feu crépitait, des étincelles jaillissant. Comme si la maison elle-même voulait parler. Les portraits de Georges et Éléonore nous regardaient depuis le mur, et pour la première fois, j'ai senti qu'ils étaient avec moi, stables et fiers. Richard a claqué les papiers, ses mains tremblantes. Ce n'est pas fini. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. J'ai rencontré sa fureur avec un calme que je ne me connaissais pas. Non, papa. Ce que tu as commencé s'est terminé ce soir. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourds et immuables, comme si la demeure elle-même se les était appropriés. Je pouvais sentir la prochaine bataille se former, la tempête qui viendrait lorsque cette nuit serait racontée en dehors de ces murs. Mais pour ce moment, j'ai tenu leur silence comme une victoire. La voix de Richard a fendu l'air comme un fouet alors qu'il se levait d'un bond, le visage rouge et furieux. Tu penses qu'une pile de papier te rend plus forte que moi? Tu es ma fille. Tu ne me défies pas au sein de ma propre famille. Son poing s'est abattu sur la table basse, faisant trembler les tasses et éparpillant certains documents. J'ai senti mon corps tressaillir, mais je suis resté ancré sur place. Ma poitrine battait à tout rompre, pourtant ma voix est sortie stable. Ce n'est pas ta famille, papa. C'est du contrôle. Ce sont des mensonges. Marianne s'est précipitée entre nous, les yeux brillants, la voix tremblante. Arrêtez ça. Nous nous déchirons. Élodie, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas traîner tes propres parents devant les tribunaux. Pense à la honte, pense au nom. Je l'ai regardée, vraiment regardée, la femme qui avait choisi chaque étape de la vie de Sophie plutôt que moi. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai forcé les mots à sortir. Sais-tu ce que ça faisait d'être invisible dans ma propre maison? De m'asseoir à des dîners où personne ne me demandait comment j'allais? De voir Sophie couverte d'éloges pendant que mes rêves étaient balayés d'un revers de la main? Tu ne m'as jamais vue, maman. Pas une seule fois. Les larmes ont coulé sur ses joues, mais je n'ai vu aucun regret dans ses yeux, seulement de la peur. La peur de perdre l'image qu'elle avait travaillé si dur à polir. La voix de Sophie a coupe court, Cassani et strident. Tu es jalouse. C'est tout ce que ça a toujours été. Tu me détestes parce que je suis tout ce que tu n'es pas. Je me suis tournée lentement vers elle. Tu penses que je te déteste? Non, Sophie. J'ai pitié de toi. Tu as épousé un homme qui te trompe et tu fais semblant de ne pas le remarquer parce que le fantasme est plus important que la vérité. Son visage est devenu blanc, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si je l'avais giflé. L'absence de David à ce moment-là parlait plus fort que tout. Il s'était éclipsé avant même que la présentation des preuves ne soit terminée à l'écran. Elle a regardé autour d'elle, désespérée, cherchant quelqu'un pour la défendre, mais Richard et Marianne étaient trop consumés par leur propre panique. Rachel s'est alors avancée, sa voix calme et ferme. « Assez. Nous avons rassemblé ce dont nous avons besoin. Le reste est l'affaire du tribunal. Ce n'est pas l'endroit pour débattre. » Richard Hurricane. Un tribunal? Tu penses qu'un juge va écouter une petite fille gâtée avec une rancune? Maître Bernard a ajusté ses lunettes, son expression de pierre. Les juges écoutent les faits,
Richard. Et les faits ne sont pas en votre faveur. La pièce pulsait de tension, mon pouls battant au même rythme. Un instant, j'ai cru que Richard allait frapper à nouveau la table, ou pire. Ses mains se sont crispées en poing, tout son corps tremblant de rage. Mais ensuite, il s'est effondré sur le canapé, le souffle court, les yeux fixés sur le sol. Marianne s'est agenouillée à ses côtés, s'agrippant à son bras. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons lui faire entendre raison. J'ai secoué la tête. J'ai assez entendu raison pour toute une vie. La voix de Sophie s'est alors brisée, aiguë de désespoir. Si tu portes ça devant les tribunaux, tu nous ruineras. Les gens verront l'entreprise, la famille, tout ce que nous avons construit. J'ai pensé à la main stable de Georges sur mon épaule, à la voix chaleureuse d'Éléonore m'exhortant à poursuivre ce qui me rendait heureuse. Il n'avait pas bâti cette famille sur les secrets et la cupidité. Il l'avait bâtie sur l'amour, et cet amour avait été ignoré, piétiné, remplacé par l'arrogance. Je me suis approchée du feu, la chaleur sur ma peau me stabilisant. Ce n'est pas moi qui nous ai ruinés, ai-je dit doucement. C'est vous qui l'avez fait. Les mots semblaient résonner contre les hauts plafonds. La bouche de Sophie s'est ouverte, puis s'est refermée, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Marianne me regardait comme si j'étais une étrangère. Richard était assis, la tête dans les mains. Rachel a rassemblé les papiers en une pile nette, ses mouvements calmes, délibérés. Nous vous verrons au tribunal, a-t-elle dit fermement. Personne n'a discuté. Le combat s'était vidé de la pièce, ne laissant que le crépitement du feu et le hurlement du vent dehors. J'ai passé mon sac sur mon épaule, mes doigts effleurant le dossier à l'intérieur. Mon cœur était lourd, mais il battait avec certitude. Pour la première fois de ma vie, je ne partais pas en silence. J'entrais dans la tempête, prête à l'affronter. Alors que Rachel et moi sortions dans la neige, l'air froid m'a mordu les joues, vif et pur. La demeure se dressait derrière nous, brillante dans la nuit, mais à l'intérieur, elle était remplie des fantômes d'une famille qui n'existait plus. J'ai jeté un dernier regard par-dessus mon épaule avant de fermer la porte, sachant que ce combat ne faisait que commencer. Le tribunal de grande instance était plus froid que la neige dehors, le genre de froid qui s'installe dans votre peau et vous fait désirer une couverture. J'étais assise sur le banc en bois à côté de Rachel, mes mains jointes fermement sur mes genoux, mon souffle formant un nuage dans l'air du début de janvier qui s'infiltrait chaque fois que les lourdes portes s'ouvraient. De l'autre côté de l'allée, Richard était assis avec son avocat, son costume bien repassé mais sa cravate légèrement de travers. Marianne était à ses côtés, pâle et rigide, ses doigts tordant la sangle de son sac à main. Sophie était assise un peu à l'écart, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi. Lorsque le juge est entré, tout le monde s'est levé. Mes genoux semblaient instables, mais je me suis forcée à me tenir droite. C'était le moment pour lequel Georges et Éléonore m'avaient préparé sans jamais le savoir. Leur amour avait construit un bouclier autour de moi, et je le portais dans cette salle. L'affaire s'est étirée sur des heures. Des documents étaient étalés sur de longues tables, des voix résonnant contre les hauts plafonds. Rachel avait travaillé sans relâche, et maître Bernard guidait chaque étape avec une précision calme. Les preuves des dettes impayées de Dubois Bâtiment ont été exposées. Des reçus de virement, des demandes de prêt avec ma signature falsifiée, des courriels où Richard pressait les entrepreneurs de retarder les paiements. Chacun ressemblait à une pierre jetée dans l'eau, créant des ondes dans toute la salle d'audience. L'avocat de Richard a tenté de plaider que la famille ne devrait pas être mêlée à des batailles juridiques, que j'étais manipulée, mais l'expression du juge ne laissait rien transparaître. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, mes mains agrippant l'accoudoir chaque fois que la voix de Richard s'élevait. Il jurait que j'étais ingrate, que je détruisais le nom du bois, mais ces mots sonnaient creux face au poids des faits. Puis ce fut le tour de Sophie. Elle a été appelée à témoigner sur les fonds du mariage, sur les 200 000 € que Georges et Éléonore avaient déjà fournis. Sa voix a tremblé alors qu'elle essayait de s'expliquer, son regard se tournant vers Marianne comme pour chercher du secours. Mais les documents parlaient plus fort que son déni tremblant. La vérité était là, en noir et blanc. Quand le juge a finalement pris la parole, la salle s'est tue. Le testament était valide. La demeure et ses actifs m'appartenaient entièrement. Mes parents ont reçu l'ordre de cesser toute ingérence et de payer des dommages et intérêts pour la tentative de fraude. Le son du marteau était sec, final, comme une porte se fermant sur des années de silence. Je suis restée assise, figée un instant, ma poitrine se soulevant alors que la réalité m'envahissait. Puis Rachel m'a serré la main, son sourire perçant l'air lourd. « Tu l'as fait, Lodi. Tu l'as vraiment fait. » Dehors, devant le palais de justice, des flocons de neige tourbillonnaient sous le ciel gris. Mes parents sont sortis quelques pas derrière moi, leurs visages tirés. Les épaules de Richard s'étaient affaissées comme si le combat l'avait complètement vidé. J'ai entendu son avocat marmonner quelque chose à propos de déclaration de faillite, et mon estomac s'est noué. Les nouvelles ont voyagé vite à Saint-Germain-en-Laye. En quelques semaines, Dubois Bâtiment s'est effondré. Les sous-traitants se sont retirés,
Les clients ont annulé leur contrat, et le nom de Richard a sombré dans les cercles d'affaires locaux où il avait autrefois tenu une place de choix. J'ai entendu des chuchotements de vieux voisins disant que plus personne ne voulait lui serrer la main. Marianne s'est repliée sur elle-même. Elle a cessé d'assister au déjeuner de l'église qu'elle adorait autrefois, son absence notée par les mêmes femmes qu'elle avait passé des années à essayer d'impressionner. Je l'ai vue une fois à l'épicerie, son chariot presque vide, ses yeux évitant les miens. Elle semblait plus petite, comme si sa fierté avait diminué en même temps que son influence. La déchéance de Sophie s'est produite discrètement au début. David a cessé d'apparaître à ses côtés, son absence justifiée par des voyages d'affaires. Puis les rumeurs se sont propagées. Une de ses amies a laissé échapper lors d'une réunion qu'il avait été vu à Lyon avec quelqu'un d'autre. Bientôt, c'était indéniable. Il a demandé le divorce avant même leur premier anniversaire de mariage. Sophie m'a appelé tard une nuit, la voix brisée, me suppliant de lui parler, de l'aider d'une manière ou d'une autre. J'ai tenu le téléphone en silence, me souvenant de son sourire narquois alors qu'elle me disait de nettoyer le soir de Noël. J'ai finalement murmuré « Je ne peux pas » et j'ai raccroché. La demeure est redevenue mon refuge. Je parcourais ces couloirs la nuit, les échos n'étant plus lourds mais forts, comme des rappels que j'avais porté leur héritage. Les portraits de Georges et Éléonore me regardaient avec une approbation silencieuse, ou peut-être était-ce simplement mon propre cœur qui trouvait enfin la paix. Un soir, je me suis assise près du feu, les papiers du tribunal étalés sur la table, et je me suis permis d'expirer pleinement pour la première fois depuis des années. Le combat n'avait pas été facile, et des cicatrices resteraient. Mais justice avait été rendue. Ma famille avait essayé de me dépouiller de ma valeur, mais à la fin, leur propre choix les avait détruits. Dehors, la neige recouvrait le jardin d'un manteau doux et pur. Le lac était gelé sur les bords, scintillant sous le clair de lune. Je me suis penchée en arrière dans le fauteuil, fermant les yeux, écoutant le crépitement du feu. La tempête était passée, mais je savais que l'histoire n'était pas encore terminée. Le printemps est arrivé lentement à Saint-Germain-en-Laye, la neige fondant en une terre meuble, le lac se débarrassant de sa carapace de glace. J'ai commencé à respirer plus facilement durant ces mois après le procès, me réveillant dans la demeure sans le poids constant de la peur pesant sur ma poitrine. Le silence n'était plus lourd, il était paisible. Les couloirs qui résonnaient autrefois de tension semblaient maintenant vivants de possibilités. J'ai transformé l'une des pièces ensoleillées en un studio. Des rouleaux de papier s'appuyaient contre le mur, des pots de pinceau bordaient les étagères, et mes esquisses ont commencé à couvrir l'espace, exactement comme Georges l'avait un jour promis. Pour la première fois, mon art n'était pas caché dans un tiroir ou épinglé dans un coin, il était célébré. J'ai invité des artistes locaux de Paris à venir, partageant café et idées, et lentement, le studio est devenu plus qu'une pièce. C'était le début de l'agence de création dont j'avais toujours rêvé. Tante Hélène venait souvent, apportant des pâtisseries et des conseils avisés. Elle s'asseyait près de la cheminée pendant que Rachel m'aidait à rédiger les documents pour enregistrer officiellement l'entreprise. Leur rire remplissait la pièce, doux et chaleureux, et j'ai réalisé que la demeure avait trouvé une nouvelle vie. Ce n'était plus seulement une relique du passé, c'était un foyer construit sur l'amour de ceux qui se souciaient vraiment. Pendant ce temps, les retombées pour mes parents et Sophie se propageaient dans la ville. Richard a déposé le bilan, son nom ayant disparu des panneaux de construction qui parsemaient autrefois la banlieue. Marianne s'est retirée davantage, ses appels téléphoniques se réduisant à néant. Sophie, fraîchement divorcée, a emménagé dans un petit appartement près de la ville, sa vie glamour réduite au murmure de ce qui avait été. Je ne me suis pas réjouie en entendant ces choses. J'ai ressenti de la tristesse, mais aussi une profonde clarté. Ils avaient tracé leur chemin avec des choix qui ne laissaient aucune place à l'amour ou à la vérité, et maintenant ils le parcouraient seuls. Au premier anniversaire de la décision du tribunal, j'ai organisé une petite réception à la demeure. Rachel, tante Hélène, le père Jacques et quelques amis de mon studio ont rempli la salle à manger de conversation et du tintement des verres. La table était dressée non pas avec luxe, mais avec soin, des fleurs sauvages du jardin, une simple nappe blanche et des plats que nous avions préparés ensemble. En regardant autour de la pièce, ma poitrine s'est gonflée de quelque chose que j'avais poursuivi toute ma vie, l'appartenance. Plus tard dans la soirée, je suis sortie sur le porche, l'air printanier frais sur mon visage. Le lac scintillait sous la lune, tout comme lorsque j'étais une fille pédalant sur la route vers la porte de Georges et Éléonore. J'ai pensé à eux, à la confiance qu'ils avaient placée en moi, et j'ai murmuré un merci silencieux. La demeure porterait toujours leur esprit, mais maintenant, elle portait aussi le mien. Ce n'était plus un champ de bataille, c'était de nouveau un sanctuaire, un que j'avais gagné à travers chaque choix douloureux et chaque position que j'avais prise. Je sais que beaucoup de gens pourraient se demander ce qu'ils auraient fait à ma place. Auraient-ils cédé pour maintenir la paix, ou se seraient-ils battus pour ce qui était juste, même si cela signifiait être seul? C'est la question que je vous laisse. Si vous aviez été à ma place, cette nuit de réveillon de Noël,
Lorsque ma famille s'est moquée de moi dans la maison même qui devait être mon refuge, seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous trouvé votre voie? Partagez vos pensées avec moi, car les histoires comme la mienne ne concernent pas seulement une famille. Elles concernent ce que nous portons tous, le poids du respect, de la dignité, et le choix de nous défendre. Si mon parcours vous a touché, j'espère que vous resterez avec moi pour en découvrir d'autres. Il reste de nombreuses histoires à raconter, et chacune nous rappelle que même dans les chapitres les plus sombres, il y a toujours un moyen de retrouver la lumière.